Et il me dit alors on part après-demain par contre. Et là j'ai appelé mes parents en disant je vais partir faire un tour d'Europe. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Petite Voix d'Hélène. La Petite Voix d'Hélène, c'est le podcast qui met en lumière vos parcours ultra inspirants. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, et je suis à la fois très touchée, de recevoir Amandine Juste. Amandine, c'est qui ? Eh bien, Amandine, c'est celle qui est responsable de tout ce décor ici. Celle qui a créé le studio unique qui est basé à Nantes. Le studio où on peut enregistrer des podcasts, des réels, des vidéos pour YouTube. Elle l'expliquera bien mieux que moi. J'ai le plaisir de l'accueillir. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors, tu as échangé de place. D'habitude, tu es plutôt derrière la caméra. Et donc, voilà, je te le redis à toi, vraiment merci de m'accueillir et d'avoir répondu favorablement à mon invitation, parce que quand tu m'as raconté ton histoire et quand je t'ai demandé mais comment tu as eu l'idée de créer ce studio, l'histoire m'a juste emballée, et le fait de te mettre en lumière, de mettre en lumière le lieu, ça a été une évidence. Donc vraiment, merci d'avoir répondu favorablement. Eh bien, écoute, c'est un grand plaisir de t'accueillir à chaque fois. Ben oui, parce qu'on n'est pas à la première fois. Toi, devant la caméra avec moi, c'est une première. Oui. Et donc, l'idée, c'est ça. On en parlait hors antenne à l'instant. C'est comment est-ce que l'on vient à créer soit des concepts ou des métiers passion, ce qui est le cas pour toi, et de savoir d'où ça vient. On rencontre tellement de personnes qui exercent des métiers, oui, qui leur plaisent plus ou moins, c'est de se dire, mais comment est-ce que tu as réussi à créer quelque chose qui te ressemble et d'où c'est parti? Et en général, j'aime bien remonter à la petite enfance. En fait, voilà, le déroulement de la vie et à quel moment il y a eu et l'anecdote ou le petit plus, le petit déclic qui fait que on avance finalement assez naturellement. Donc toi, quand on remonte dans l'enfance, est-ce que tu as des souvenirs particuliers, que ce soit de l'école, que ce soit de ce que tu fais hors école, ce qui est tout aussi important? Oui, très très important même pour ma famille. C'est vrai que le hors école était bien plus mis en avant que ce qu'on faisait à l'école. C'est vrai qu'à la maison, l'école c'était un moyen d'apprendre des choses, etc. Mais ce qu'on faisait à l'extérieur était tout aussi important et valorisé, même peut-être plus valorisé. Et c'est vrai que j'ai grandi dans une famille où mes parents étaient engagés bénévolement dans des assos de sport, artistiques, etc. Et notamment, ils gèrent une compagnie de danse. Donc depuis petite, j'ai suivi mes parents sur des scènes à Nantes, en régie, en loge, sur scène aussi un peu. donc ouais, c'est vrai que les week-ends de spectacle, quand tu reviens à l'école le lundi, la saveur était différente. C'est ça, la saveur est différente, et en même temps, tu te sens tellement en décalage par rapport à tous les copains qui comprennent pas trop, presque. Oui. Mais oui, c'est chouette, ça m'a fait grandir et ouvrir les yeux sur plein de choses, ouais. Oui, parce que finalement, ça reste un milieu, le milieu artistique, surtout quand on est à l'école, au moins dans les premières classes, ça reste un milieu de loisirs, en apparence, un milieu un peu à part. Et toi, tu as été en immersion quelque part dès le début, ça a été ta norme en fait. Oui, c'était carrément la norme. Et c'est vrai que mes parents, ils ont jamais eu peur de... qu'on se couche plus tard un soir parce qu'il y avait le spectacle, ou même des fois on a peut-être loupé l'école pour certains trucs. Ouais, tu peux le dire maintenant, il y a prescription. Voilà. donc non, c'est chouette, et c'est vrai que mes copains comprenaient pas forcément toujours ce que je faisais, ou quand je leur racontais, ça leur paraissait surréaliste, ou un petit décalage, mais c'était dans le bon sens, c'était chouette. Ouais, quelque part, tu leur apportais certainement une vision alors qu'ils n'avaient pas et dont ils ne comprenaient pas forcément le sens. Et toi, donc, dans tes amis, personne n'était forcément issu de ce milieu-là. C'était plutôt orienté famille. Tu dis, tu avais ton père, ta mère. Ouais, en fait, après, dans la compagnie de danse, les meilleurs amis de ma maman ont des enfants du même âge que mon frère et moi. Ouais. Donc, on a grandi tous un peu dans ce milieu-là. Mais c'est vrai que les copains de l'école, vraiment ceux que je voyais tous les jours, je cherche dans mes souvenirs, mais je ne crois pas qu'il y avait trop de personnes dans le milieu artistique dans mes souvenirs, ouais.
Et quand on pose la question, parce qu'en général ça démarre au collège, bon, alors il va falloir trouver un métier. Tu sais, t'es même pas en troisième, tu veux faire quoi plus tard? T'as 14 ans, t'es un garçon, t'as la voix qui commence à muer. Moi, je veux pas faire un métier. À ce moment-là, est-ce qu'on te parlait de métier? Comment tu voyais les choses? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je me souviens que je cherchais, j'ai pas trouvé tout de suite, hein. Et au collège, alors je suis passée par plein d'idées. En gros, dès que je voyais un truc un peu artistique, je me disais, je veux faire ça. Genre, on allait au Puy du Fou le lendemain, voilà, je voulais être régisseur au Puy du Fou, tu vois. Ou on allait voir un feu d'artifice et j'ai eu une période où je voulais être artificier. Enfin. Mais toujours orienté, quand même, côté artistique. J'avais pas du tout envie de faire un métier enfermé dans un bureau. Par exemple, la comptabilité. Alors, quand bien même tu peux être excellente élève. Eh ben, figure-toi que j'ai été excellente en maths et que la comptabilité, c'est un parcours qu'on m'a proposé. C'est un parcours où j'ai fait des stages, où j'ai visité des écoles sup pour faire des études d'expert comptable et tout. Et vraiment, il y a un moment où je me suis dit, ouais, en fait, c'est peut-être ça ma life. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu allais quand même jusqu'à visiter? Tu te disais quoi? Ou les profs te disaient quoi? Alors là, je le dis encore, hein, c'est absolument pas pour dire hey, les profs font ceci, cela. C'est chacun a sa vision. Et on a tendance parfois à raisonner, y compris certains parents, dire t'es bon en maths? Bon, on va chercher quelque chose qui réponde à ça. Mais pas forcément, tu peux avoir une logique ou une rigueur mathématique que tu retrouves dans la rigueur du cinéma, par exemple. Oui, par exemple. Sans trop spoiler. Mais... Alors, alors ça n'a jamais été, c'est quelque chose qui est jamais venu de mes parents, hein, ça. C'est plus l'idée de se dire, les métiers qui me font envie, est-ce que vraiment il y a des études pour ça? Et dans l'optique, parce que j'aimais beaucoup l'école, donc j'avais quand même envie de faire des études. Et t'étais scolaire? J'étais très scolaire. Alors, ouais. En fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'étais très scolaire, vraiment. J'ai toujours aimé apprendre. J'ai toujours aimé un peu le cadre de l'école. Quand j'étais petite et que mon frère avait des devoirs et que moi, j'en avais pas, j'étais jalouse, quoi. Je voulais faire ses devoirs, par exemple. Pour te dire. Mais à côté de ça, il y a des matins où, j'avais pas envie d'aller à l'école et je séchais les cours, tu vois. Ouais, en fait, quelque part, tu te respectais, même si, avec cette notion d'obligation, c'est l'école, on y va, on n'a pas le choix. Ouais. Ou alors un choix autre, mais plus tard. Tu as fait, toi, donc, collège, lycée, avec cette idée que tu allais aller sur la partie compta, ou au contraire, pas du tout, parce que... Si, hein, le parcours comptable, c'était, je pense que je devais être en seconde ou en première, hein, quand je cherchais ça. Ouais. Mais parce que je me disais que dans les études, j'allais pas trouver chaussure à mon pied dans les études et que donc, vu que j'aimais bien les maths et que j'étais forte dans ça, ça pouvait le faire, comptable, tu vois. C'est comme si toute seule, tu te faisais une raison de « Non, mais rêve pas, ce métier-là, quand bien même ce serait plutôt artistique, ouais, mais c'est pas un métier. » Alors, c'est pas forcément tes parents qui disaient ça parce qu'eux-mêmes baignaient dedans, mais des croyances que l'on peut avoir, on peut entendre aussi des autres, se dire « Non, mais je vais chercher un vrai métier », ce terme de « vrai métier », qui est un peu plus formel. C'est ça. Et puis aussi l'influence des copains, hein, qui veulent faire des écoles de commerce et des trucs comme ça. Tu te dis ok, ça doit être ça. Ça doit être ça la marche à suivre, quoi. Ouais. Et jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il y avait une école de cinéma à Nantes. Donc entre-temps, j'avais découvert la vidéo, etc. On pourra y revenir après. Ouais. Et j'ai découvert qu'il y avait une école de cinéma à Nantes et je me suis dit mais en fait, il y a peut-être une passerelle entre les études et le côté scolaire que j'aime bien et aussi ma passion, que je peux peut-être lier les deux. Mais ça, je l'ai vraiment appris en terminale, hein. Ouais, quelque part au dernier moment. Vraiment, genre 15 jours avant de faire les vœux sur post-bac, j'ai vu cette école, je me suis dit, oula, faut peut-être que j'aille visiter et que je passe les concours et tout. Et ça s'est matérialisé comment? Parce que là, tu dis que tes parents étaient dans ce milieu-là en général. Qu'est-ce qui fait que tu avais plutôt l'orientation? Parce que cinéma, c'est encore autre chose, c'est artistique, mais on n'est pas sur la scène pure, sur la régie. Qu'est-ce qui fait que tu as eu cette envie-là? La vidéo te parlait déjà? Tu avais... déjà une appétence par rapport à ça? Ouais, la vidéo, j'ai découvert ça, je pense, en seconde peut-être,
ou peut-être troisième, non, seconde plutôt. Et en fait, moi, je suis une enfant de YouTube. Oui. Donc, j'ai grandi avec YouTube. Le soir, je regardais pas la télé, je regardais YouTube. Plein de choses, hein, aussi bien des vlogs que ce qu'ils appelaient à l'époque les podcasts, mais c'est pas ce qu'on fait maintenant. C'était plus du face caméra, des petits sketchs et des trucs comme ça. Le terme podcast, d'ailleurs, à l'époque, il existait ou pas encore? Il existait, mais c'était plus un peu des sketchs face caméra qui s'appelaient podcast. Je ne sais pas pourquoi ce terme-là est venu là à ce moment-là. Mais en tout cas, ça s'appelait comme ça. Tout ce que faisaient les Cypriens, les Norman et tout ça. Donc ça, je regardais beaucoup. Et parmi ces vidéos YouTube, il y a un truc spécifique que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait un groupe de musique. Et quand j'y pense, ça me fait rire parce que c'était un peu style One Direction et tout ça, enfin un truc très girly, où en fait ils avaient un vidéaste qui les suivait partout dans le monde. Et le vidéaste, il filmait les backstage, il filmait les répètes, il filmait l'enregistrement dans les studios et tout ça. Et j'ai vu la porte là, avec la vidéo, de se dire, c'est un moyen d'être dans le milieu artistique, mais j'avais aussi un peu cette lucidité de me dire, j'aime beaucoup les milieux artistiques, mais moi, pratiquer, je sais que je serai jamais excellente. Genre, tu vois, je fais un peu de musique, mais je sais que t'aurais pas été sur scène, j'aurais pas été musicien. Voilà, tu fais de la musique, tu fais d'un instrument? J'ai appris le piano, avec des cours. J'ai pris aussi pendant un moment des cours de chant, mais ça c'est je proposerai rien. Voilà. Et après j'ai appris la guitare en autodidacte, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Je connais que la base de la base et voilà. Ouais, t'as su faire le distinguo entre les deux, entre quelqu'un qui voudrait faire de la scène et toi qui quelque part tu aimais te plonger dans. J'aimais l'univers, mais être sur scène, c'est pas du tout ce que je préfère. Pas du tout. Ah, ce qui est génial, c'est que tu l'as senti assez rapidement, sans forcément le tester. Donc, comment tu as fait le lien entre le fait, voilà, parce qu'on peut aimer regarder des vidéos ou on peut aimer, par exemple, la déco intérieure sans forcément devenir décorateur d'intérieur. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, YouTube, j'aime bien ce format-là, et puis les études de cinéma? En fait, alors déjà, du coup, quand j'ai découvert ces vidéos YouTube et ce monde-là, du fait d'être avec les musiciens mais sans être sur scène et de vivre la même vie mais sans être sur scène tout simplement, ça m'a donné envie moi de déjà pratiquer, ce qui fait que j'ai commencé à faire des vidéos moi dans mon coin avec mon petit appareil photo. J'en faisais pour la compagnie de danse de ma mère, mais j'en faisais aussi pour mes potes musiciens, etc. J'essayais de les suivre. En fait, c'était la porte d'entrée pour avoir une excuse pour les suivre, tu vois. Et pour être un peu dans ce monde-là, mais sans être sur scène. Sans que ce soit officiel quelque part, voilà, c'était l'excuse de j'y vais, je vous suis. C'est ça. Et puis, moi, j'ai toujours aimé, tu vois, sur un spectacle, par exemple, entre être dans le public ou être dans les coulisses. Je préfère les coulisses 1000 fois. 1000 fois. Ça se voit. Tu te regarderas en vidéo, ça se voit. Et qu'est-ce qui te... tu sais exprimer avec des mots ce que tu ressens justement quand tu es en coulisses? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te plaît? Ouais, j'ai l'impression que c'est un monde où pas tout le monde peut aller. Où il y a un peu des barrières, où c'est pas... Et après, quand on parle vraiment de plus gros événements ou plus gros concerts, il y a vraiment des barrières. Pour le coup, c'est très difficile d'accès. Et de se dire, il y a que les artistes qui ont le droit d'être là. Et moi, je suis là quand même. T'es là, en fait, de ce que j'entends, c'est que tu voudrais pas la place de l'artiste qui a les projecteurs sur lui. Par contre, être à ses côtés et avoir quand même une place hyper privilégiée que tout le monde n'a pas, et pouvoir en mode quelque part, en mode petite souris, où tu mets en lumière, que ce soit, tu fais photo et vidéo. À l'époque, tu faisais déjà photo et vidéo, c'était essentiellement. Ouais, alors à l'époque, j'ai commencé justement par la photo de concert, donc c'est pour ça que j'avais déjà un appareil photo. Et après, justement, en regardant ces vidéos YouTube, je me suis dit, faut que je me mette à la vidéo. Que j'allie les deux. C'est vraiment ça. Et puis, c'est à une époque où la vidéo, c'est pas hyper courant. Des vidéastes, sur un concert, t'en as 1000. Des vidéastes, t'en as pas tant que ça.
Oui. Donc c'est aussi, tu vois, pour approcher des groupes, par exemple, et c'est aussi l'idée de se dire, c'est une façon d'accéder à des gens dont je suis fan un peu, Oui. d'une façon On plus reprend facile. l'excuse en fait. Mais la vidéo. Excusez-moi, je suis méga fan, je vous le dis pas, mais je suis là pour travailler, mais je suis Exactement. quand même super fan. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Genre vraiment, la vidéo, et ça me l'a prouvé sur plein de sujets, c'est vraiment une excuse pour être là où pas beaucoup de monde est, quoi. Oui. Et ça, tu y as eu accès, donc, quelque part assez jeune, comme tu le disais, de par la compagnie dans laquelle était ta mère, pour tes amis aussi. Et à quel moment tu as pu, le transformer de façon, alors, sans parler du professionnel pour autant, est-ce qu'il y a eu des stages? Comment tu as intégré tout ça à tes études? Est-ce que les études de cinéma, je te fais 12 questions en une, hein, tu remarqueras. Les études de cinéma et ce que tu faisais toi déjà, il y avait un gros lien ou c'est quand même deux choses différentes? Alors, c'est deux choses très différentes, à tel point que, donc, comme je te disais, je pense que j'ai commencé à faire des vidéos en 3e ou seconde, un truc comme ça. Et l'école de cinéma, c'est vraiment arrivé, genre, milieu de la terminale, au moment où il fallait faire les vœux. Et que mon frère a débarqué un jour en disant « T'as vu, j'ai des potes qui sont dans cette école et tout. T'avais vu que ça existait, cette école-là de cinéma ?» Et j'avais fait « Bah non, je savais pas. » Et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être le cinéma était des études adaptées, enfin, un pont entre la vidéo et les études. Parce que des études de vidéo, à l'époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, t'as des études un peu plus vraiment vidéastes. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc c'était soit ça, soit après je me suis renseignée du coup soit BTS audiovisuel, donc le côté télé. Et au final j'ai candidaté pour l'école de cinéma et j'ai été prise et j'ai préféré prendre cette voie-là, Ouais. Tu savais d'emblée que toi t'étais plus sur l'aspect cinéma. Est-ce qu'il n'y a pas un côté esthétique dans le cinéma que l'on a, qui est peut-être pas la recherche de la télévision, même s'il y a de l'esthétisme dans la télévision, mais on est plus sur de l'information? Ouais, ça me fait sourire parce que le gars en régie a fait BTS audiovisuel et souvent on se charrie là-dessus. Bon, là il est en régie, hein, aujourd'hui. Oui, le cinéma, ça a un côté esthétique bien différent de la télé. C'est avant tout la beauté de l'image avant l'information, c'est ce que tu disais. Et c'est aussi un peu l'art de la subtilité, le cinéma. C'est-à-dire que on va au cinéma, ce que j'aime aussi, c'est que chaque détail a de l'importance, c'est-à-dire je sais pas, les couleurs ou la façon dont on est habillé, tout est travaillé et tout est décidé d'une façon subtile pour apporter un message. C'est-à-dire qu'on va pas choisir du vert par hasard, on va pas choisir un t-shirt blanc par hasard. En arrière-plan, s'il y a des fleurs, quel type de fleurs ça va donner un message aussi. Tout est important dans ce qu'il y a à l'image. En fait, il n'y a rien tout qui est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard, exactement. Et ça, j'aime bien, ce côté très perfectionniste, rigoureux, l'art du détail, j'aime beaucoup. Mais ça, je l'ai appris à l'école de cinéma, tu vois, quand je faisais de la vidéo, je n'avais aucune idée que c'était ça, le cinéma. Et quand tu regardes tes vidéos, justement, d'avant, est-ce que justement, je vais pas dire que tu ne vois que ça, mais tu as en quelque sorte une déformation professionnelle de dire mais je laissais ça, mais je mettais ça, mais ça c'est pas du tout raccord. Oui, mes premières vidéos, c'est vraiment nul. Hein. Mais c'est ça, mais c'est ça qui est génial. On en parlait hors vidéo tout à l'heure. C'est quoi l'expression? Fait vaut mieux que parfait. Oui. Si on attend que tout soit parfait dès le début, on fait rien. Dans ces cas-là, je ne suis pas là. Allons-y, osons, on y va. Et à partir du moment où on fait quelque chose qui est fait avec les tripes, avec le cœur, ça fonctionne. Et un pas après l'autre, de vidéo en vidéo, ça t'a ouvert les portes de cette école-là. Et qu'est-ce qui fait qu'à l'issue de ces études-là, tu n'as pas travaillé dans le cinéma? C'était un choix? C'était comment ça s'est goupillé sur ces années d'études? Au début, c'était pas un choix parce que pendant mes études de cinéma, j'étais tellement en mode cinéma que j'en ai un peu oublié la vidéo et que à la fin de mes études, je me suis dit ok, c'est le cinéma que je veux faire. Et du coup, je cherchais des stages et je cherchais des choses dans le cinéma. Il se trouve que mes stages m'ont amené pas dans le cinéma, justement. Et que notamment le tout dernier stage que j'ai fait dans une grosse boîte de production audiovisuelle, donc pour la télé,
a été important parce que c'était des productions pour la télé, certes, mais c'était du documentaire et l'aspect cinéma de la télé, on va dire. C'était vraiment des productions travaillées, cinématiques, avec une histoire. C'était pas le JT, quoi. Oui, mais quand on regarde les documentaires... Voilà, style Thalassa. T'as un esthétisme incroyable de paysage, la façon dont c'est filmé, qui, quelque part, s'apparente. Ouais. On n'est pas sur un jeu télévisé entre midi et deux, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Et du coup, j'ai travaillé sur ça. Et en sortant de ce stage, donc qui était mon stage de fin d'études, je voulais pas retourner dans le cinéma. J'ai aussi eu, avec ce stage-là, l'expérience des grosses boîtes. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi non plus. Ouais, ça, c'est génial, parce que tu t'en es rendu compte. Qu'est-ce qui fait, si tu peux en parler, qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu compte que la grosse boîte, c'était pas pour toi ? Ah bah clairement, le cinéma, c'est comme ça qu'on nous l'apprend à l'école. Hein. Ça a un fonctionnement très militaire, c'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies. Et avant de passer premier assistant réalisateur, tu commences troisième pendant plusieurs années, puis deuxième pendant plusieurs années. Quelles que soient etc., tes compétences, etc. tu peux être hors norme. Exactement. Okay. Tout le monde gravit les échelons au fur et à mesure et tout le monde respecte la hiérarchie, etc. Et donc forcément, quand tu arrives dans une boîte, bah, moi j'étais en production du coup, bah, tu commences assistant de production. Et assistant de production, bah, tu vois plein de beaux projets, mais toi, tes tâches concrètes, c'est réserver des billets d'avion, réserver des voitures. On est loin de la vidéo voilà. En coulisses. Exactement. Donc, c'est pas très fun, quoi. Ouais. Et donc, toi, tu n'y as pas trouvé ta place. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit à ce moment-là, attends, mais là, je m'y retrouve pas du tout, je m'éloigne complètement du métier, même si, en effet, c'est la norme. Et pour atteindre le métier auquel je pense peut-être qu'il faudra 10 ans, 15 ans, toi, tu as su rapidement que tu voulais pas passer par ça. Il s'est passé quoi ? Du coup, comment tu as envisagé une suite ? La suite, en fait, de base, ça a été de me dire... Cette boîte-là, le modèle, quand même, il me plaît. Enfin, les projets qu'ils font me plaît. Je vais essayer de faire pareil de mon côté. Tu t'es dit, je monte ma boîte. Oui, c'est ça. Direct en sortie d'études ? 6 mois après, ouais. Ah oui, on peut dire direct. Donc là, tu as créé ta boîte de production. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors là, je le dis parce que je le sais, tu ne l'as pas créée toute seule, tu l'as créée avec ton mari. Oui. Mais ton mari, avant tout ça, parce qu'il y a eu tout un tas d'anecdotes et on n'aura pas forcément l'occasion de toutes les raconter, mais il y en a une qui, pour moi, est énormissime. C'est au niveau de ton stage, où c'était un stage, c'est ça, 40... stages, ouais. Les fameux 48 heures, on te dit, tu pars... Non, mais ça... C'est quand même de là que tout est parti. Ah oui, c'est de là que tout est parti, ouais. En fait, donc entre la 2e et la 3e année, il fallait que je fasse des stages, ou un stage. Il se trouve que j'étais dans un stage avec un freelance en vidéo, un vidéaste, et ça se passait bien. Ah non, j'oublie des choses. Vas-y, t'es chez toi. Donc j'étais effectivement sur ce stage-là, mais avant de commencer ce stage-là, j'avais également fait 15 jours en stage toujours, sur un festival de cinéma à Nantes, et j'étais, moi, à la régie des chauffeurs, c'est-à-dire que je faisais les plannings des voitures pour qu'un tel aille chercher Virginie et Fira à tel endroit, à telle heure. Oui. Donc je faisais les plannings des chauffeurs. Et pendant ce festival-là, évidemment, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de producteurs, donc il y a beaucoup de beau monde. Et j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de monde et notamment de rencontrer le photographe de cet événement-là, qui, pareil, avait pas mal de réseaux autour de lui, etc. Et donc, comme tout réseau et toute rencontre que tu fais, souvent, tu te dis bonjour, au revoir, et puis voilà, quoi. Et donc, je pars faire dans la suite donc mon fameux stage avec le freelance. Et un jour, pendant que j'étais en train de bosser avec le freelance, le photographe m'appelle en me disant « Hello, tu m'avais dit, je crois que tu avais du matériel vidéo, non ?» Je dis « Oui, bon, j'ai un appareil et quelques objectifs, oui. » Il me dit « Oui, en fait, je suis sur un projet, là, c'est un tour d'Europe humanitaire.
on fait le tour d'Europe en Peugeot 205, on va déposer... La fameuse Peugeot 205. On va déposer du matériel scolaire dans les pays de l'Est. Voilà, il y a 300 participants. Dans l'équipe d'orga, on est 12, un truc comme ça. Et en fait, il y a un vidéaste qui nous a lâchés et on cherche un remplaçant, on cherche un autre vidéaste. Et je lui dis oui, d'accord, ok, machin. Et il me dit, alors on part après-demain par contre. Ok, 48 heures plus tard 48 heures plus tard, donc mon stage avec le freelance, c'était à Angers, et j'avais du coup pris un logement là-bas et tout. Et du coup, là, honnêtement, j'ai pas réfléchi longtemps. Ouais. J'ai appelé mon maître de stage, le freelance, je lui ai dit, écoute, j'ai cette opportunité, t'en penses quoi ? Lui, il m'a dit, franchement, je te signe la rupture, vas-y, c'est une offre en or, tu peux pas louper ça, vas-y et tout. Et là, j'ai appelé mes parents en disant... T'avais quel âge ? Juste pour... 18. Ouais. 18 ans, oui. Ouais, c'est allô, ça. Papa, allô, maman. Je leur dis, 3 semaines, hello, alors en fait, je vais rentrer ce soir parce que demain, j'ai un rendez-vous parce que peut-être après-demain, je vais partir faire un tour d'Europe. Pendant 3 semaines. Normal. Là, ils m'ont fait, oui, c'est-à-dire... Et donc, je suis rentrée à Nantes avec toutes mes affaires. Je leur ai expliqué le truc. Entre-temps, on a fait nos recherches sur Internet pour savoir c'était quoi ces gens, est-ce que c'était sérieux. Bon, il s'est avéré T'avais quand même dit ça avait l'air oui sérieux. Avant de savoir si c'était sérieux. Oui, j'avais en fait, dit tu le oui. sentais. Oui, je le sentais, oui. Et puis, j'avais dit oui. Je sentais aussi que au pire, si je redisais non, c'était pas grave, tu vois. Ouais. Mais j'avais dit oui. Et donc le lendemain, je rencontre les fondateurs donc de EuropeRed, donc le RAID en question, et ça matche bien. Et ils me disent ok, bah écoute, ok, rendez-vous demain 8h, on part quoi. Normal. Et donc je suis partie avec eux pendant 3 semaines. T'es partie sur les 3 semaines. Ouais. Donc ton rôle c'était quoi ? Là, tu gérais pas les trajets des uns des autres, t'étais vidéaste. J'étais vidéaste, ouais, j'étais vraiment vidéaste. Alors à la base, j'étais même photographe vidéaste, on faisait les deux, mais au fur et à mesure du raid, eux c'était que la 2e ou 3e édition, et je crois que c'était la première fois qu'ils avaient une petite équipe de photographes vidéastes, ce qui fait qu'il y a des choses qui se sont adaptées même pendant l'événement. Et moi, j'ai beaucoup sympathisé avec les 2 fondateurs, et ce qui fait que, au fur et à mesure, on s'est adapté à ce qui se passait. Et moi, je suis passée que en vidéo. Et à la fin de cet événement-là, ils m'ont dit, on te garde en stage pour faire le montage du documentaire. Donc là, la post-prod. Donc la post-prod. Et donc, j'ai fait tout le montage de ce raid-là. Et après, ils m'ont dit, OK, bah, réserve ton été l'été prochain parce que tu repars avec nous. Donc là, ton stage, quelque part, de 2e année, alors qui n'était pas initialement celui qui s'est transformé quelque part après, d'emblée, tu savais que pour à l'issue de ta 3e année, tu pouvais y retourner. Ah bah, je savais, oui, que c'était bon, quoi. J'avais mon stage de fin d'études. Ouais. Donc, tu as refait l'EuropeRed pour l'année d'après. Bon, là, tu le savais... un peu plus à l'avance. Ouais, je le savais. Et puis, j'étais dans l'équipe d'organisation. Donc, j'étais du coup... j'étais pas la chef vidéaste parce que j'avais pas du tout envie de prendre ce rôle-là, aussi par rapport à mon âge et tout. Mais j'étais chef monteuse. Donc, c'est quand même moi qui gérais un peu l'histoire de ce qu'on allait raconter dans le docu et qui disait aux vidéastes, faudrait qu'on ait telle image, machin. Et je faisais les montages, voilà, sur la 2e année. D'accord. Et quand tu parles de montage, c'est post-événement ou ça se fait aussi pendant ? Il y avait une vidéo par jour. D'accord. Ça représentait un travail énorme. Ouais. Sur la fin, je crois on a eu un peu de retard sur les derniers jours. Mais c'est rentré. Ouais, je crois, je sais plus. Peut-être les 2 derniers sont jamais sortis, peut-être. Et alors, là, sur ces 2 éditions-là, parce que là, on parle d'EuropeRed, mais super. Mais le lien avec Jérôme, ton futur mari, il arrive quand ? Il arrive que, du coup, sur cette 2e année d'EuropeRed, le chef vidéo, c'était un fameux Jérôme que l'orga avait recruté. Et ce fameux Jérôme, parce qu'on a fait le raid de l'événement, c'était pendant l'été, mais l'équipe d'organisation fait aussi un tour de reconnaissance qu'on appelle la reco, qui se passe en mai, un truc comme ça, où en fait on fait exactement le même parcours, mais on était 4, je crois, de en accéléré. Voilà.
Oui, en accéléré plus ou moins, parce que ça a quand même pris bien 15 jours. Ah oui. Petit accéléré. Voilà, petit accéléré, faut quand même faire tous les pays. Donc, Oui, accessoirement. et c'est c'était vrai. le tour pour vérifier que les partenaires sur place, l'espace qu'ils avaient prévu pour le camping, c'était OK, que la bouffe, c'était OK, machin et tout. Et Jérôme est parti aussi sur cette reco, moi aussi. Et nous, on était là pour faire des images de stock un peu, pour pouvoir les utiliser ou pouvoir faire des teasers ou pouvoir faire, pour préparer les préparer vidéos. le... Voilà. Exactement. Et donc, j'ai rencontré Jérôme à ce moment-là, sur la reco. Et nickel, ça s'est bien passé, mais pas plus que ça. Et ça, relation c'était professionnelle, sur la deuxième année. Ouais. Il était présent à la première, ça c'est ce que tu m'as dit en off. Oui. Il était présent à la première, mais vous ne vous étiez pas forcément vus, parce qu'il y a combien de participants, tu disais 300 Je crois que c'était 300 sur la première édition que j'ai faite et on était Ouais. 600 sur la deuxième. Ah oui, d'accord, plus Ouais. du double. Oui. Donc en fait, vos passions vous ont réunis lors Ouais. de ce stage, et la suite, c'est que tu as eu ton autre stage dans la grosse boîte de production. Ouais, et quand c'est tu ça. dis je décide de me lancer, Jérôme en parallèle, lui, il était dans. On a dit, hein, Jérôme, t'es derrière. C'est lui qui est en train de filmer là en ce moment. C'était quoi, BTS audiovisuel, donc plus sur la partie télévision. Oui, c'est ça. Et du coup, après donc mon fameux stage dans la grosse boîte, où je voulais du coup monter ma boîte, on s'est dit on est quand même plutôt complémentaires, ce serait bien qu'on monte la boîte à deux. Et puis on avait des rêves de documentaire, de repartir en voyage, filmer des trucs et faire plein de choses tous les deux, quoi. Donc on a monté la boîte tous les deux. Ouais. Donc vous avez créé la boîte de production qui s'appelle News Production. Et comment tu l'épelles, parce que c'est ce que je trouve, j'adore les petites histoires. Donc tu l'épelles NWES pour Nord-Ouest Est Sud. Ouais. Parce que donc il se trouve que pendant la reconnaissance, je retourne un peu en arrière, relation professionnelle avec Jérôme, on s'est rencontrés, mais voilà. Et pendant le raid, on est tombés amoureux. Et comme des amoureux qui n'ont pas grand-chose dans la tête, au bout d'une semaine ensemble, on s'est dit, tiens, on est à Prague, il y a beaucoup de monde qui se fait des tatouages, viens, on s'en fait un aussi. Et moi, j'avais une idée, je savais déjà que je voulais faire la boussole, Nord-Ouest Est Sud. Ouais. Et Jérôme, dans le salon de tatouage, je dis, oh, je sais pas trop quoi faire. Oh, allez, je vais faire le même. Et alors là, on était au summum. Ah ouais, tout le monde nous a pris pour des fous. Ils nous ont dit, mais ça va pas, vous faites le même tatouage alors que vous vous connaissez à peine. Machin. Justement, c'est encore plus fort qu'une demande en mariage. Hein. Non, mais en vrai, après, je parle pas pour lui, mais moi, je savais déjà que... En fait, le tatouage me dérangeait pas dans le sens où je me suis dit, là, on est en train de vivre un truc de ouf. Ouais. Et même si ça se termine, au moins j'aurais ce souvenir qu'à ce moment-là, c'était un truc de ouf. Ouais, tu as associé le tatouage, le moment. Voilà, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue, c'était un moment de bonheur hyper intense et vécu ensemble. C'est ça. Et du coup, on a le même tatouage et du coup, le nom de la boîte en découle. News Production. Donc la boîte de production qui existe depuis combien d'années maintenant ? Depuis 8 ans, parce que c'était 2018 qu'on l'a montée. Donc tous les deux, boîte de production. Et à l'époque, vous vous installez dans quelle ville ? Bordeaux. Pareil, Bordeaux. sur un coup de tête. Pareil. Bon. Après le raid, après le raid, du coup, moi, j'avais rien à faire. Lui, il avait un poste en télétravail, donc il pouvait aller où il voulait. Ouais. Et je sais pas, on a mis le doigt sur la carte, on s'est dit Bordeaux, let's go. Bordeaux, et c'est là-bas que j'ai trouvé mon stage dans la grosse boîte de prod. Voilà, donc mais quelque part tout a un lien. Et quand on regarde dans le rétroviseur, c'est ça qui est sympa. Ouais, c'est que tout est lié. Donc 8 ans de boîte de production. Alors aujourd'hui, le fameux studio unique, le superbe lieu où l'on se trouve. Comment est né le studio ? Eh ben, le studio, il est né de... Pour ce qui est racontable. J'essaie de me rappeler. Donc, ça faisait un moment qu'on était sur Bordeaux, qu'on avait cette boîte de prod. On avait un souhait de revenir sur Nantes depuis plusieurs mois. Oui, parce que vous êtes tous les deux originaires de la région nantaise. Moi, oui. Lui, non, pas du tout. D'accord. Bon, ben voilà. Il est du sud-est, Jérôme. Donc, moi, je suis nantaise. Et donc, on avait envie de revenir, de se rapprocher de la famille et tout, de revenir à Nantes. Et on n'y arrivait pas à revenir parce qu'on avait acheté une maison à Bordeaux. On attendait de vendre notre maison
pour déménager à Nantes. Sauf qu'avec le contexte économique actuel et les taux qui ont flambé, etc., on a mis plus d'1 an à vendre notre maison. Oui. Et un jour, je tombe sur LinkedIn sur une publication de Valentine Soda, qui est une créatrice sur LinkedIn, et qui dit j'ai un studio, je le vends. Et toi, tu tombes là-dessus. Voilà, et moi je tombe là-dessus par hasard, parce que je la connaissais pas, je la suivais pas. Et je la contacte, je sais pas trop pourquoi, parce qu'on n'avait pas déménagé, on n'avait pas vendu, on n'avait rien du tout. Hein. Et je la contacte, et l'échange se passe bien, et il se trouve que, je sais pas, le projet me parle, et je me dis, ok, bah banco, on prend le studio, et let's go. Maison non vendue à Bordeaux. Hein, voilà, donc nous à Bordeaux, le studio à Nantes. Et donc, on était un peu à faire des plans sur la comète, à se dire, bon, bah, on va mettre... parce que moi, j'ai tout mon réseau ici aussi, donc j'ai des potes vidéastes qui sont à Nantes. Donc, c'était de se dire, on fait la gestion à distance. Quand il y a des tournages, bah, j'appelle mes potes vidéastes et c'est eux qui gèrent les tournages sur place. Et on fait comme ça en attendant d'arriver sur Nantes. Il se trouve que une semaine, je pense, après la signature du bail du studio... Compromis pour la maison, on vend la maison. Et après, on parle de hasard. Ouais. Non. Donc, ce qui fait que on a déménagé au bon moment et on a pu faire les travaux dans le studio. Et depuis que le studio est ouvert, c'est nous qui sommes là et on a toujours été là. Voilà. Et le studio, donc en effet, il y a eu cette opportunité. Tu vois sur LinkedIn Valentine qui propose à la vente. Mais par exemple, moi, je vois cette annonce, déjà, je ne la verrai pas. Qu'est-ce qui fait que tu y as vu une opportunité ? Vous avez votre boîte de prod tous les deux. Vous aviez d'autres projets ou c'est quelque chose qui est né justement de cette annonce en disant, tiens, il y aurait quelque chose à faire par rapport au podcast, par rapport à tout ça ? Et comment c'était dans vos têtes ? Vous aviez déjà cogité à des... Alors, c'était surtout dans ma tête, je pense, parce que... mais on n'y avait jamais pensé vraiment avant. Moi, je suivais des studios de podcast à Bordeaux qui marchaient bien, des studios de podcast à Paris qui marchaient bien. Et je sais pas, j'ai vu l'opportunité de me dire, ce modèle-là, il est cool, j'ai envie de créer ça. Et là, il y a l'opportunité qui tombe et banco, quoi. Quand on parle d'alignement des planètes, c'est vrai que ça peut faire cucu la praline quand on dit ça, mais réellement... Et en plus, c'est trop drôle parce que je passais mon temps à dire à Jérôme « Les planètes, Jérôme, les planètes !» ben voilà. Et puis Jérôme se moquait. Il faut pas se moquer, Jérôme. Mais réellement, c'est quand on le dit, oui, ça peut sembler bateau, mais quand on le vit réellement, quelle que soit l'expérience, vos planètes à vous, c'était celle-là. Oui. Et tout c'est. Mais depuis le début, on a eu un espèce d'alignement des planètes où quand on arrive à Bordeaux, on visite un appart et il nous plaît de ouf et tout, on fait les dossiers et tout. Le proprio nous rappelle en disant non, c'est pas pour vous. On dit ok, c'est tout. Nous on part en week-end. Pendant notre week-end, le proprio qui rappelle en disant « En fait, c'est bon. Est-ce que vous pouvez être là demain ?» On fait « Oui !» Enfin, oui, quand ça doit se faire, ça se fait. Ça a toujours été un alignement des planètes inattendu. Oui. Mais c'est ça qui est chouette. C'est que quand, là encore, ça vient du cœur, ça fonctionne. À mon sens, ça n'engage que moi, quand les projets sont pas forcément alignés avec nos valeurs, bizarrement, ça se fait jamais. Ou alors, il y a toujours un petit grain de sable dans le rouage. Alors que quand c'est fait pour nous, eh bien, le chemin, il s'ouvre quelque part de façon hyper naturelle. Ouais, carrément. Donc là, le studio existe depuis... Depuis octobre 2025. Octobre 2025, donc depuis quelques mois seulement à aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement du tournage. Ouais. Et alors, pour parler de ce lieu aussi, parce que l'idée, c'est aussi ça. Donc, votre boîte pour les deux choses, boîte de production, à aujourd'hui, ça s'adresse à qui ? Les professionnels, les particuliers ? Alors, la boîte de production, elle s'adresse aux professionnels uniquement. On fait tout type de vidéos pour les entreprises, donc que ce soit de l'interview, du reportage, du documentaire, du film institutionnel. L'idée, c'est vraiment de créer un outil vidéo qui va leur servir à atteindre leurs objectifs, que ce soit des objectifs de rayonnement de marque, de recrutement ou de vente, de croissance. On essaye de créer le bon outil vidéo qui va leur permettre de faciliter en tout cas l'atteinte de ces objectifs. Et le studio,
ça adresse pas tout à fait aux mêmes personnes. Donc ça peut être les mêmes entreprises qui viennent au studio, on en a, qui viennent faire leurs interviews ici. Mais on a aussi une cible un peu plus large où on accueille des créateurs de contenu qui viennent faire leurs podcasts, leurs vidéos YouTube, leurs interviews. Et ça, c'est chouette parce qu'on rencontre plein de monde. Ouais. Ça, c'est trop bien. Ouais, vous l'avez ouvert pour le coup, c'est ouvert à qui est intéressé pour de l'interview du format vidéo. Ouais, c'est ça. Et en ça, c'est un concept qui est juste génialissime. Oui, parce que finalement, vous permettez à qui a envie d'oser, là encore, de se lancer ou au contraire de le faire sur un format plus professionnel. Parce que moi, c'est ce que j'ai constaté et c'est ce qui fait que je vous ai rencontrés là encore tous les deux. Pareil, une amie qui me dit « Tiens, j'ai vu, il y a une inauguration à Nantes. » Moi, ça collait pas au niveau de mes horaires. J'ai pas réfléchi. J'ai dit « Mais ce lieu m'appelle. » Enfin, j'y vais. Je ne savais pas ce que je venais voir. Elle m'avait décrit très, très, très rapidement. Et le concept, j'ai dit « Mais j'y vais. » Et quand je suis arrivée là, réellement, là pour le coup, je te le dis ou je te le redis, j'ai vu le lieu, j'ai dit mais c'est là, mais banco, je veux m'essayer à faire, parce que comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, j'ai eu la chance de faire 3 ans d'animation de podcast en radio, et ça a été une vraie révélation. Et là, le faire en format vidéo, c'est encore autre chose. Mais je dirais l'essence est toujours là, le fait de mettre en lumière et pour le coup dans un cadre qui est prévu pour ça, c'est vraiment une chance et en ça merci de le permettre et de le proposer quelque part à qui a envie de créer du contenu. Et ben c'est avec grand plaisir. Nous on passe des trop bons moments. En plus, on écoute des podcasts toute la journée, donc c'est hyper enrichissant et c'est trop chouette et on rencontre plein de monde. Donc pour nous, c'est une seconde activité qui est vraiment bénéfique, oui. Autant d'un point de vue pro que même perso, parce que je te dis, on apprend plein de choses et c'est hyper enrichissant, les tournages qu'on fait ici. Mon petit homme dit que vous ne vous arrêterez pas là. Donc là, c'est le studio unique pour des personnes qui souhaiteraient venir à ta place ou à la mienne, ou les deux. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter ? C'est site internet Le Studio Unique ? Ouais, on a un site internet studio-unique.fr, il y a toutes les infos dessus, on peut réserver directement en ligne dessus il y a une vision du calendrier, des dispos, etc. Il y a aussi plein d'infos sur si vous cherchez les tarifs, ils sont tous dessus. Si vous cherchez quels sont les types de mobilier, les types d'aménagements qu'on peut faire, tout est dessus également. Donc voilà. Oui, parce qu'on a cette configuration-là aujourd'hui, oui. Mais si on va justement que ce soit sur les réseaux sociaux ou votre site, on voit bien qu'on a quelque part, tout est personnalisable. Ouais, on a plein d'options de mobilier avec du canapé, des grandes tables, on a d'autres fauteuils aussi. Oui. On a plein de choses différentes. Et on s'adapte un peu à tout le monde pour essayer que tout le monde ait un petit peu un décor différent. C'est ça, quelque chose qui nous ressemble. Moi, je voulais en mode discussion dans nos fauteuils. Et vraiment, merci pour ce confort. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Amandine, que je n'aurais pas pensé, une question que tu aurais aimé que je te pose ou une anecdote avant qu'on clôture ce bel épisode ? Toute dernière anecdote, pour en revenir sur la rencontre avec Jérôme. Ce qui est marrant, c'est que donc il était dans l'organisation sur la 2e année, mais sur la première année où j'étais là, il était lui participant. Donc parmi les 300 autres personnes, et effectivement, on s'était pas calculé plus que ça parce que fondu dans la masse. Mais il se trouve que quand on regarde le documentaire de 2016 de cette première année, il y a une personne qui ressort et qui est filmée un peu plus que les autres, et bizarrement, c'est Jérôme. Non. Et sans que je m'en rende compte, c'était inconscient, mais non, en fait, c'est marrant. Tout était là. Vraiment, voilà. Merci pour cette anecdote qui est ultra touchante et que vous pourrez même montrer à vos enfants. J'adore ce genre d'histoire. Vraiment, merci, Amandine. Merci à toi. Et merci à vous, chers spectateurs. J'ai eu une fois de plus plaisir. Je ne sais pas depuis combien de temps on y est, parce qu'ici, on oublie le temps. J'espère que vous avez pris un grand plaisir à regarder cet épisode. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast.